un peu de nos vives émotions d'hier. Voilà, parce que nous avons eu un sujet particulier avec un invité très spécial. Et bien aujourd'hui, nous avons un autre sujet. Le plus important, c'est que nous allons forcément apprendre à partir des leçons qui nous seront données pendant cet entretien. Mais sachez aussi qu'il n'y a pas que les échanges, il n'y a pas que la rubrique à témoignage. Il y a aussi des chroniques. Je vous invite, mesdames et messieurs, à saluer le doyen Cassie. Très apprécié des téléspectateurs et des internautes. Doyen Cassie, la semaine a bien démarré pour vous, j'espère. Oui. Ouais. Bien démarré. Bien démarré. Oui. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur du bien démarré là? Oh, je suis un peu curieuse quand même parfois. La forme, la santé, la santé, c'est important. Le moral. Le moral. Et puis, je suis en joie. Oh, c'est que vous avez tout eu. Franchement, vous avez la plus grande richesse du monde, la joie. Et du côté de notre Miss Raïssa Diaby. Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui? C'est une surprise. Une surprise? Oui. Alors, une surprise. J'ai pas d'indice. Non. Je ne vais rien communiquer aux téléspectateurs. Non. Mais j'ai l'impression que je sais quand même quelque chose. Mais bon, je préfère ne rien dire. On garde. D'accord, c'est très bien. Alors, Docteur Philo, c'est pas toujours la grande forme. Je l'ai aperçu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre ou pas. Mais bon, de toutes les façons, nos prières l'accompagnent. Et surtout, on vous dit merci parce que vous avez prié pour lui. Aujourd'hui, il se porte beaucoup mieux. Il a effectué le déplacement. On va quand même attendre jusqu'à la fin de cette émission. Peut-être qu'il nous fera la surprise parce que déjà que Raïssa nous réserve une surprise. Alors, le thème du jour, je vous le communique tout de suite. Mon père ne m'a jamais aimé. Mais pourquoi vous dites c'est lui qui a dit. Il va nous expliquer sur quoi il se base pour faire cette affirmation. Mon père ne m'a jamais aimé. Ça vient de Bayero APA. Boris est notre invité, témoin du jour. Avant de le recevoir, voici son portrait. Bayero Abbé Boris est originaire de Mama, Gagnois. Il est né à Yopougon-Sikoji, il a 26 ans. Notre invité est un jeune rebelle dans l'âme, père d'une petite fille de 2 ans. Boris, selon lui, a été rejeté très tôt par son père. Seule sa mère était sa raison de vivre. À la mort de celle-ci en 2006, il était obligé d'arrêter ses études en classe de 5e. Livré à lui-même, Abbé Boris devient apprenti baka et ensuite coiffeur. Pourquoi pense-t-il que son père ne l'aime pas? Nous voulons savoir. Toute la vérité avec Caroline. Et voilà, merci donc de réserver un bel accueil à notre invité témoin du jour, Bayero Boris, qui nous rejoint en ce moment même en plateau. Voilà. Et voilà, Bayero qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez la forme, la santé et la joie. La joie aussi, ça va. Ça va? Oui, ça va. Mais le visage ne l'exprime pas, hein? C'est dû à quoi? Ça va, c'est ma manière de... D'accord. Ah ouais, non, douleur n'est pas douleur. Regardez, maladie. Le sein, ça va? Oui. Merci pour vos prières. Ça va, Yako. Ah, ça va ici? Ah! C'est vous, votre papa n'aime pas là. Moi, c'est mon papa qui m'accompagne à l'hôpital. Vraiment, merci. Vraiment, merci pour vos prières. Toute la journée, c'était une douleur atroce à caractère exponentiel. Regardez. J'ai dit non, thème comme ça, mon papa m'aime pas, il faut que je sois là. Et ça, c'est une couronne de... Ça fait quand la douleur atteint un niveau... Voilà, quand tu souffres trop là, on te dessine ça. Ça veut dire que toi, rien ne peut te faire mal sur la tête là encore. C'est ça qui est là. Ça va ici? Ah ouais, je vais faire un clin d'œil au docteur Monet, le docteur Laeti, Miss Ouedraogo, Madame Kwadjo, vraiment, c'est eux qui ont pris soin de moi. Regardez, et puis vraiment... Il dit quoi? Que son papa l'aime pas? Son papa l'aime pas. Seigneur, dis-nous, on va partir. D'accord, c'est parti. On retrouve tout de suite Docteur Philo.
C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup, merci. Ouais, ben, la vie est un choix. Laissez-moi, je vais vous garder cette couronne-là. Elle, au moins, m'a appelé quand elle était malade. Mais quand tu appelles une fois, deux fois, trois fois en décrochant, il faut savoir qu'il y a quelque chose. 86 appels en absence, c'est quoi? Ça devient de l'harcèlement communicationnel, je vous en prie. Monsieur, vraiment, votre père ne vous a jamais aimé. Ça, c'est... Je vais dire que c'est son point de vue. Hein. Même clair. Dieu, même souvent, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Oui, souvent, quand Galette te souvent, hey, Dieu Seigneur, je t'ai fait quoi? Souvent, ça arrive. Tu sais, t'es dans un clapot. De vous avez avec clapot sans huile. Pourtant, c'est dans le couille en gris clapot. Dieu, tu ne gagnes pas, ça veut dire que Dieu t'a jamais aimé. Mais c'est son point de vue. C'est pour vous dire qu'à cette émission, on reçoit tout le monde, mon cher. Même si tu dis que tu n'es jamais né, nous, on va te recevoir. Tu vas nous dire pourquoi tu n'es jamais né, alors que tu hésites, tu viens t'asseoir là. Nous, on reçoit tout le monde. Ton expérience, quelqu'un peut la partager quelque part. Dans notre bureau, Joseph Adjou, c'est comme notre père. Souvent, on dit que... Au fait, moi, je dis souvent, c'est l'excès d'amour. Quand l'amour est trop, quand ça atteint un certain niveau, quand il y a un petit truc, tu penses que la personne ne t'aime pas. Regarde, M. Joseph Adjou, tellement on l'aime, tellement on s'aime. Tellement moi, je l'aime souvent. Souvent, en plein réunion, je bavarde. Il pense que c'est passé, il me dit dehors. Mais quand il me dit dehors, c'est parce qu'il m'aime tellement, il ne peut pas me gâter, il dit sort. Mais moi aussi, je m'en vais. Mais c'est vous. Je vous dis, Madame Degao, je prends l'exemple chez nous ici, hein, c'est une famille, je n'aime pas aller chercher dans une famille. Madame Degao est là-haut, là-bas souvent là. Quand je fais mes conneries, l'enfoiré va se lever encore. Mais c'est parce qu'elle même. Tout à fait. C'est parce qu'elle même l'enfoiré là, même si tu dis elle a gagné, peut-être qu'elle va mettre UNT à la fin. Mais c'est l'amour. Mais moi je pense que pour plein de propos, c'est tout simplement un problème de communication. C'est un problème de communication. Il y a un prophète du lac qui dit que si c'est pas ce qu'il a fait, du coup il regarde. Ça veut dire quoi? Pas voilà, merci, c'est le propos. Voilà. Donc c'est un problème de communication. Il faut communiquer avec les enfants, c'est important. C'est très très important. Et je pense qu'il va falloir revenir. Un enfant ne peut jamais avoir raison devant son papa. Nous sommes en Afrique, tu ne peux pas chercher les bras, on dit papa n'a pas raison. Ici, tu n'as pas. Ton papa va avoir devant toi. Faut te mettre pendant ton père. Moi je te dis la vérité en même temps. Faut te mettre pendant ton père. J'en ai fini. Aïe! Oh là là! Porte-toi bien, Dr Philo. Non, souvent, la douleur a très l'émotion. Mais remets ta couronne s'il te plaît. Je vais me coucher un peu ici. Un peu. On est foutu là. Allez-y, continuez. On est foutu. Merci beaucoup. On applaudit très fort Dr Philo. Retrouvons à présent Paterne Assémian pour le micro-trottoir. Est-il possible qu'un père déteste son propre enfant? C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assémian. Et salut Caroline, dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, je me trouve à Marcory, accompagné de Aline, Assé et Rami. Ce sont tous des pères de famille. Alors, il est question de savoir avec eux, est-ce qu'un père peut-il détester son enfant? C'est impossible. Mais bon, comme tout le monde aussi n'a pas la même réflexion, ça dépend des circonstances. Si un père arrive à détester son enfant, ça dépend aussi de ce que l'enfant a fait. Un enfant peut pousser le père à le détester. Bon, par exemple, si l'enfant ne respecte pas les règles de ce que le père a voulu de lui, voilà, il rentre dans le vagabondage. Bon, à ce moment, le père ne va pas le détester, mais ça va choquer le père. Ça va faire en fait que le père ne va même pas vouloir l'approcher. C'est possible qu'un père puisse détester son enfant parce que selon l'éducation que le père donne à son fils et puis l'enfant n'applique pas l'éducation que son père lui a donnée. D'abord, tu as mis ton enfant au monde, tu voulais qu'il parte à l'école parce qu'il reçoit, puis l'enfant rentre dans des mauvaises conditions, il fume la drogue, il boit l'alcool. Avec tout ce que tu as fait, avec tous les sacrifices que tu as posés pour lui, tu constates que ce n'est pas ce que l'enfant fait. Donc du coup, ça te pousse à détester l'enfant. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis le détester, quelle que soit l'éducation d'un enfant, même s'il n'est pas sur le bon chemin, il faudrait que tu l'encadres avec les conseils. S'il déraille, on ne peut pas dire parce que l'enfant n'est pas bon, il faut le détester. Il faut toujours le conduire sur le bon chemin pour qu'il puisse avoir une bonne vie, mieux que toi, parce que tout le monde prie Dieu à ce que son enfant soit mieux que lui. Parce qu'il y a un proverbe qui dit on peut acheter ce que le cœur veut, mais on ne peut pas acheter un enfant que ton cœur veut. Mon père ne m'a jamais aimé, Bayero Boris. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et c'est quand même courageux de venir s'asseoir sur le plateau de ce midi pour en parler. Alors, on veut tout savoir. Vous vous basez sur quoi exactement pour dire que votre père ne vous a jamais aimé? Depuis mon enfance, mon père a toujours eu un comportement à mon égard. Parce que mon père me prenait différemment que les autres. Et mon père, il a essayé de me rejeter lorsque j'étais tout petit. Il m'a dit que je ne suis pas son fils.
Et c'est ma mère qui s'occupait de moi. Vous aviez quel âge quand tu le disais? J'avais 6 à 7 ans, par là. Et lorsqu'il disait ça. Et franchement, dit, à chaque fois, je suis venu, c'était toujours les mêmes histoires, les discours. C'est un peu bizarre. Donc moi, j'ai demandé à ma mère que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc j'aimerais qu'elle me dise la vérité. Et elle me disait toujours que non, c'est ton père, mais je ne sais pas ce qu'il dit. Mais avant même de poser la question à votre maman, nous, on aimerait savoir comment est-ce qu'il vous traitait exactement. Parce que là, c'est votre point de vue, peut-être d'enfant, c'est un point de vue qui peut être erroné. Vous dites que votre père ne vous aimait pas. Vous avez forcément des frères et sœurs, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que il vous traitait par rapport à vos frères? Moi, il a refusé carrément de payer ma scolarité. Et c'est ma mère qui a payé ma scolarité et je suis parti à l'école. Mais je portais son nom lorsque je partais à l'école. Et à l'âge de CM2, quand je suis arrivé à CM2, je suis allé dans un village qu'on appelle Babré, dans le village de Johnny Alley. C'est là-bas que j'ai eu mon entrée en 6e. Je suis allé au collège, au lycée de la Paix. J'étais chez un tuteur et mon père louait une maison pour mes frères. Franchement dit, c'était difficile. Louait une maison pour mes frères et moi, j'étais chez un tuteur. Et franchement dit, ça n'allait pas chez moi. Mais peut-être qu'il se disait que c'est ce qui était mieux pour vous. Ben, je ne sais pas. C'est certainement qu'il se disait que la vie aurait été beaucoup plus difficile si vous étiez dans une maison que vous louez. Depuis mon enfance, franchement dit, il ne m'a jamais approché pour essayer de me causer. Il n'y a pas eu de geste d'amour, il n'y a jamais eu de... Jamais. Non. Donc, depuis ce jour-là, j'ai eu une idée, en tout cas, arrêtée de lui, quoi. Mais vous ne vous êtes pas posé la question, mais si il disait il ne m'aimait pas, qu'est-ce que je faisais dans sa maison? Et c'est comme ça que je suis quitté la maison. Je suis quitté dans la maison. Parce que à chaque fois, quand je quitte Abidjan ici, que je vais au village, pendant les vacances, mes frères sont dans la maison. Et moi, quand je suis là, il me dit non, je n'aimerais pas que tu rentres dans ma maison. Quand tu dors ici, mon esprit n'est pas tranquille, je n'arrive pas à dormir. Et mais toi, tu es comme moi, je suis comment? Et puis quand toi tu dors, quand il rentre dans la maison, toi, ton esprit n'est pas tranquille. Mais Boris, il a dit, tu ne voulais pas un peu de temps en temps à la maison? Hein? Vous ne faisiez pas de bêtises quand vous étiez enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont très difficiles. Hein. Oui, tout à fait. Et les parents sont obligés d'être un peu durs avec eux pour qu'ils puissent changer. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Quand votre papa vous dit que vous n'êtes pas son fils, est-ce que ça, il a déjà dit sur le plateau? Oui, il a dit ça. Il dit que son papa dit qu'il n'est pas... Ok, d'accord. Il n'a jamais... Non, il a dit qu'il dit que son papa n'est pas son fils. Parce qu'il louait maison pour les autres. Lui, il était chez un tuteur. C'est ce qu'il avait dit. Peut-être que vous n'avez pas fait bien attention. Tout à fait. Alors, mais quand il dit comme ça que vous n'êtes pas son fils, qu'est-ce qu'il avance comme raison pour le dire? Bon, moi, je ne sais pas sur quoi il se base réellement pour le dire, mais moi, je suis innocent, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous avez quand même posé la question à votre maman? Oui. Elle m'a dit que ce monsieur a foulé laissé, il ne sait pas ce qu'il dit, tu es son fils. Et à chaque fois, moi, j'essaie de causer avec lui, mais lui, il ne veut rien comprendre. Mais vous nous avez raconté quand même une situation qui s'est passée parce qu'il était corps habillé. Il était corps habillé, et quand son travail a pris un coup, il est revenu, et il est devenu moniteur de l'école à Abidjan ici. Et c'est comme ça, ma mère devait aller en Europe et ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, ils se sont croisés et quand elle a pris ventre, mon père l'a fait partir au village. Et étant au village là-bas... Mais est-ce qu'il savait que votre maman était enceinte quand il la faisait partir au village? Oui, il le savait. Et c'est lui-même qui a payé son transport pour qu'elle aille au village. Et quand elle est arrivée au village, lui, il était à Abidjan ici. Mais c'était difficile. Il envoyait du jeton pour qu'elle mangeait. En tout cas, moi, elle m'a tout expliqué. Franchement dit, c'était difficile. Et mais à ce stade déjà, Caro, à ce stade déjà, est-ce qu'il avait reconnu au moins la grossesse? Bon, entièrement, tout à fait. En tout cas, ça allait normalement, il n'y avait pas de problème. Mais arrivé à ce moment maintenant, il a commencé à changer d'attitude. Et puis, quand il a fait... Ça, c'est quand vous êtes venu au monde? Voilà, quand je suis venu au monde, quand il a fait mon petit frère maintenant, il a commencé à faire... Il a commencé à changer de comportement maintenant. Envers moi, et il doutait maintenant. Il dit non, que celui-là, quand je le regarde, il ne me ressemble pas, il ressemble à sa mère. Donc, celui-là, il ne vient pas de moi. Et franchement dit, il le disait à chaque fois. C'est tellement aggravé dans ma tête que, franchement dit, j'avais eu une idée arrêtée de lui. Dites-moi, comment vous vous sentiez lorsque vous entendiez de votre père que cet enfant n'est pas le mien?
Bon, parfois... Qu'est-ce que ça provoquait en vous? Souvent choqué et abattu, désespéré. Bon, je me disais que bon, c'est la vie. Hein. Et est-ce qu'à cet âge-là, on peut se dire que c'est la vie? Bon, moi, on ne comprend pas les choses comme ça. Donc là, je la prenais toujours du bon côté. Je me disais qu'un jour, ça va aller. Un jour... Non, on veut savoir, est-ce que vous étiez malheureux? Est-ce que vous étiez triste quand ça se passait? Lorsque vous voyez, par exemple, votre papa bien avec vos frères et sœurs et qui manifestait de l'indifférence vis-à-vis de vous, justement, c'est ce qu'on veut savoir. J'étais parfois triste. Et c'est ce qui a poussé à ma mère de m'enlever dans le village, m'envoyer dans un autre village pour que je parte fréquenter. Mais ça ne vous révoltait pas un peu dans le cœur? Moi, je me méfiais de lui. Je me méfiais de lui, franchement dit, parce que son caractère, là, ça me décourageait déjà. Et puis, j'ai douté de lui aussi. Je me disais qu'il ne fallait pas qu'il me fasse du mal. Donc, je me méfiais de lui. Moi, j'avais peur de lui. Vous aviez peur de lui? Voilà, j'avais peur de lui. Je peux poser une question. Vous avez dit que votre père favorisait vos frères par rapport à vous. Mais quelle était la relation entre vos frères et vous? Ça allait bien entre vous? Ils vous détestaient aussi? De mes frères, de leur côté, il n'y avait pas de problème. Franchement dit, on s'attendait. En tout cas, la faute ne vient pas d'eux, donc je ne peux pas mettre la faute sur eux. Ce sont mes frères. On s'attend bien. Et ils me donnaient toujours le courage. Ah, quel que soit ce que le vieux va dire, il ne faut pas l'écouter. Ce qui est sûr, c'est son comme ça. En 2006, malheureusement, vous allez perdre votre maman. Je veux dire, après les obsèques, est-ce que papa décide de réunir tous ses enfants pour leur parler? Oui, tout à fait normal. Il le fait? Moi, je ne m'ai pas appelé. Et c'est là qui m'a choqué. Je me suis dit que ce monsieur-là, il a vraiment pris sa décision. Vous étiez où en ce moment? En ce moment, il était à Gagnoa. D'accord. J'étais à Gagnoa. Et lui? Étant élève encore. Et puis lui, il était au village. Il était au village. Voilà, il était au village. Il a appelé tous les autres enfants, sauf vous? Tous les autres. Parce qu'il avait marié 2 femmes. De l'autre côté aussi. Puis de l'autre côté, il a appelé tout le monde. En tout cas, on causait avec eux. Mais moi, je ne m'ai pas appelé. Qui vous a appelé pour vous informer du décès de votre maman? Quand ma mère est décédée, qui vous a appelé? Ma grande soeur m'a appelé. Et je suis venu. J'étais là. Je suis des funérailles. J'étais là jusqu'à ils ont fini les obstacles, tout. Au funérailles, il ne vous a pas adressé la parole? Non, rien. Il ne m'a pas adressé la parole, rien. Moi, j'étais là. Et tout, quand les funérailles sont finies, quand il a appelé les autres, il a essayé de causer avec eux. Bon, il ne m'a pas parlé, bon, ça ne m'a rien dit. Après, à ce moment, ça m'a choqué. Puis bon, il dit, bon, c'est comme ça. Et vous n'êtes pas parti vers lui aussi? Non, franchement, je ne vais pas mentir. Mais Caro, il y a quelque chose quand même que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, c'est une famille. Et le monsieur pose un problème, comme quoi l'enfant n'est pas à lui. Mais qu'est-ce que la dame et ses parents ont entrepris comme démarche pour pouvoir convaincre le monsieur que la grossesse et l'enfant est bel et bien à lui? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, dans ce four-là, et puis gérer un enfant. C'est comme ça qu'ils m'ont balancé. C'est comme ça qu'ils m'ont balancé. Je ne sais pas si c'est la mère, tu ne m'as pas dit la vérité, ou c'est le père. Mais avec du recul aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui un homme, vous êtes adulte. Ouais. Mais je veux dire, avec du recul, quand vous essayez quand même de peser un peu les différentes versions que vous avez reçues, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous sentez que c'est votre papa, ou vous dites que peut-être que maman... De la manière qu'un enfant reçoit l'amour d'un parent, là, parce que je n'ai pas grandi avec lui, franchement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas grandi avec lui. Donc là, l'amour même pour un père, pour lui, franchement, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas parce que j'ai grandi dans la rue. J'ai grandi dans la rue. Quand il pas appris des bacs à Abidjan ici, je n'avais même pas un coin où dormir. Je dormais souvent dans les salons de coiffure, c'était difficile, souvent dans les coins des bacs. Et c'est comme ça que je suis devenu un balanceur. Et comment vous avez fait aujourd'hui pour vous construire? Aujourd'hui, vous êtes devenu un coiffeur. Okay. Étant apprenti de Baka, j'ai croisé un ami. J'étais un balanceur aussi comme moi. Mais lui, il était embauché. Embauché, ils ont 4 jours de travail. Et le contractier, il a 3 jours de travail. Et mes 3 jours de travail, quand je partais, quand je me repose, je vais chez un ami qu'on appelait Chakoulé. Actuellement, il est là. Il est quitté en France, il est là. Je venais chez lui là-bas, et puis on causait. Il a dit, ah mon petit, mais toi tu fais quoi? Il dit, moi je suis un apprenti de Baka. Il dit, mon métier là c'est très bon, il faut venir, tu vas t'apprendre à coiffer, que le salon de coiffure, c'est mon grand frère qui a fait ça, mais aujourd'hui il est allé en Europe. Là. Que le salon est devenu mamie, c'est devenu tout le monde, donc il faut venir, je vais t'apprendre à coiffer. Il dit, ah viens, moi il gagne mon an dans le Baka, hein. Moi il gagne les 8 000 et 9 000 par jour. Moi il m'a fait le show. Il dit, non, ça là c'est pas une fille. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Parce que moi, il me disait que si aujourd'hui il gagne 8 000, il m'a fait le show, demain, il peut avoir quoi. Donc, à chaque fois, il me disait ça, et je me suis assis.
Ce qu'il me dit là, c'est la vérité. Je fais des baka, apprenti, c'est pas un métier. Et finalement, vous avez opté pour la coiffure. Et puis, comme ça, je suis venu apprendre dans sa mine. Mais il a vu qu'un homme qui apprend un métier, on lui donne les 1500, les 2000. Il dit quelqu'un qui apprend un métier, on lui donne 1500, 2000, c'est que c'est un bon métier. Pourquoi ne pas me donner à fond en même temps? Et c'est comme ça, j'ai tapé l'œil sur le balançage là. Et je me suis donné à fond. En tout cas, je me suis donné à fond. J'ai fait 1 an, 6 mois d'apprentissage. D'accord. Et c'est là que je suis devenu coiffeur. Et aujourd'hui, on peut dire que vous vous en sortez bien? Aujourd'hui, je m'en sors bien. J'ai mon propre salon de coiffure. Ah d'accord. C'est très bien. Vous avez votre propre salon de coiffure. Mon propre salon de coiffure à Gagnoa, précisément à Garayo. Actuellement, il y a quelqu'un là-bas qui travaille pour moi. Garayo, c'est un quartier que je connais bien. Voilà. Mon vieux père, quand il est quitté en voyage, il est venu m'appeler. Actuellement, je travaille encore avec lui. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Parce que dans la vie, quand tu es honnête, c'est une bonne chose. Alors, aujourd'hui, vous êtes un père de famille, parce que vous avez une fille de 2 ans. Avec la relation que vous avez avec votre fille, je suis sûre que vous la cajolez, parce que vous lui donnez beaucoup d'amour. Que moi, j'ai traversé. Je ne veux pas que l'un de mes enfants puisse traverser ça. Donc, je vais le battre. Jusqu'à un jour, je suis devenu quelqu'un qui soit assis financièrement. Maintenant, je veux dire, avec la relation que vous avez avec votre fille, est-ce que vous ne vous dites pas, aujourd'hui, je suis grand, il faut que je retourne vers mon père, parce que peut-être, quelque part, il a besoin de ressentir cet amour-là pour moi, ou que moi, en tant que son enfant, je sais aujourd'hui ce que c'est, donc je veux retourner vers lui. Ça vous a déjà traversé l'esprit? Bon, souvent, quelquefois, mais je suis en train de réfléchir à ça. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Ça fait 3 ans de cela. 3 ans de cela? 3 ans de cela. Même j'étais à Gagnoa, mais je n'arrive pas au village. Parce que je ne peux pas arriver au village et dormir chez mes amis comme un étranger. À chaque fois que j'arrive au village, ils me rejettent toujours. Moi, je dors toujours chez mes amis. Si elle dormi chez Iri aujourd'hui, demain, je dors chez Zadi. Après, demain, je dors chez Amidou. Il dit non, ça là, c'est pas... Mais quand vous allez au village, quand vous allez à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, sors de chez moi ou bien il vous adresse pas la parole? Ce qui m'a fait mal et puis ce qui m'a choqué, ma femme est enceinte. Puis nous sommes arrivés au village pendant les vacances, il m'a chassé. La maison, il dit, il ne faut pas que nous allons monter dans la maison. Et il a même pris une machette et il était assis devant la porte. Il dit non, il dit, tu ne rentres pas ici. Machette là était tranchante. Moi j'ai un conseil, je voulais lui donner un conseil. Allez-vous avec Machette? Oui, c'est Bayrou. Donc ça fait moins de 3 ans alors que vous avez vu votre père, parce que si j'additionne 9 mois plus 2 ans, ça fait moins de 3 ans que vous avez vu votre père. Alors bon, le sage. Moi, je peux me permettre quand même de vous donner un conseil. Il faut insister, il faut essayer de le fréquenter, insister et lui témoigner de l'amour. Faites tout, utilisez de tact pour le faire. Mais ne l'abandonnez pas, insistez, fréquentez-le. Et en lui témoignant de l'amour, je suis sûr qu'il peut revenir à de meilleurs sentiments. Bon, moi, je me suis dit qu'il m'a fait du bien. Hein. Parce qu'en me rejetant, ça m'a permis d'être fort. D'accord. Voilà. Vous bloquez là. On va le développer. Vous allez nous dire comment est-ce que le rejet vous a permis d'être fort. On va partir juste pour la pub et puis on se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. Sur le plateau de ce midi, notre invité c'est Boris. C'est bien, il prétend que son père ne l'a jamais aimé quand il fait donc l'addition de tout ce qu'il a vécu dans la cellule familiale et même après. Voilà, il nous a expliqué des choses quand même choquantes. Son père qui a refusé de le recevoir avec sa fiancée. Aujourd'hui, il est devenu un coiffeur, voilà. Et est-ce qu'on peut savoir le nom de la coiffure que vous-même vous portez? Ça? Ouais. C'est une coupe 2 tons. Une coupe? 2 tons. Une coupe 2 tons? Ouais. Où est le premier ton, où est le deuxième ton? Le premier ton, c'est ça. Ah, le premier ton, c'est la partie rasée. Voilà. Le deuxième ton, c'est là où il y a les druides. Il y a les druides. Ah, d'accord. Ça prend combien de temps? Bon, celui-là, la coiffure à 1000 francs. Non, je veux dire 6 mois, par exemple, parce que ça m'intéresse, je veux changer de coiffure. Je suis fatiguée de faire les mèches, là. Ça, c'est éternel. Bon, je viens vous voir, je dis Boris... Ces cheveux-là, la même chose comme ça, il faut au moins 3 mois, 4 mois. Non, je suis déjà nappie. J'ai déjà les cheveux crépus. Donc, je viens... On peut faire ça quand?
Puis ça, c'est une coiffure qui, quand vous avez ce genre de coiffure en Europe, vous avez la chance d'avoir une femme blanche. Ah. Oui, les femmes blanches, elles aiment beaucoup ça. Oui, oui. Quand vous voyez les tapés, les tapas, ils vont une femme blanche, mon cheveu. Docteur Philo, de retour. Et voilà, bonjour 2019. On a donc un communiqué avant de poursuivre le grand casting. Tu es doué en humour, viens tenter ta chance. Inscris-toi les jeudis 22, vendredi 23 et lundi 26 novembre de 9h à 16h au bureau de la production de la télévision à Cocody. Voilà, on reviendra donc sur ce communiqué, mais pour l'heure, nous continuons avec Boris. Alors, Boris disait qu'aujourd'hui, il dit merci à son papa. Parce que tout ce qu'il a vécu là, ça l'a rendu fort. Ouais. Ça vous a rendu fort comment? Ça m'a rendu fort. Bon, je suis devenu responsable. Aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, je sais comment m'assainir et puis je sais aussi comment régler mes problèmes. Aujourd'hui, les gens qui payaient l'école là, ils sont toujours collés à lui. Ils ne pouvaient même pas faire. Là, vous parlez de qui? Mes frères. Aujourd'hui, ils sont toujours collés à lui, un peu son monde, et court après lui. Ils ne sont pas indépendants? Non, pas encore. Parce qu'ils se disent qu'ils sont encore à l'école. Quelques-uns. Ils se disent qu'ils sont encore à l'école. Ils se disent qu'ils sont des enfants, donc là. Et ils continuent toujours de les amadrer. Mais moi, non. Vous avez appris à vous battre seul, tout seul? Donc, moi, franchement, aller chez quelqu'un pour dire non, que j'ai besoin de temps, moi, ça me gêne. J'ai même une grande soeur qui est à Cocody ici. Je suis marié ici, chez où elle est, mais je ne suis jamais arrivé chez elle. Parce que ça n'est pas de mon habitude. Aller chez les gens, saluer. Je me suis toujours battu seul, je me suis toujours démerdé seul, et je vais continuer seul, toujours de ma vie, sans compter sur quelqu'un. Ça aussi, c'est important dans la vie. D'accord. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes devenu vraiment fort, là, c'est que vous devez vous mettre au-dessus de tout ce que vous avez vécu. Parce que pour, on va dire, quelqu'un qui vous donne son nom, ça veut dire que, quelque part, il vous considère comme son enfant. Qui vous accepte chez lui à la maison, même s'il est dur avec vous, il vous aime quelque part. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la gratitude est mieux que l'amertume. Donc, vous vous mettez au-dessus, vous allez le rencontrer, un responsable. Là, vous ne commandez rien du tout. Vous venez le rencontrer, un responsable, et vous dites, papa, c'est vrai que tu as manifesté des choses vis-à-vis de moi. Je me suis dit que tu ne m'aimais pas, mais peut-être que tu voulais que je réussisse. Mais voilà aujourd'hui ce que je suis devenue. Mais un enfant a toujours besoin d'un père, donc je reviens vers toi. Parce que tu es mon frère. Et je sais que vous pouvez le faire. Parce que je sais qu'au fond de vous, il y a quelqu'un de bien. Voilà, et je sais que vous allez le faire. Vrai ou faux? Tout à fait normal. Absolument. Il y a genou là-bas. Hein. Oui, faites profil bas. Un enfant a toujours besoin de ses parents. Tout à fait normal parce que moi, je n'ai jamais eu quelque chose contre lui. Et c'est lui toujours qui s'est reproché quelque chose. Donc aujourd'hui, s'il peut me pardonner, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est vous qui devez lui pardonner parce que vous vous considérez comme la victime, là. Il n'y a pas de problème. Ou bien vous lui avez fait des choses que vous ne voulez pas nous dire sur le plateau. Non, dites-nous tout parce qu'il nous regarde. Hein. Jamais. Il a la possibilité. Alors, c'est monsieur... Il s'appelle Bayero, non? Monsieur Bayero. Monsieur Bayero, APA. Si vous nous regardez, sachez que vous avez la possibilité d'avoir un droit de réponse. On ne sait pas s'il est en train de dire la vérité. On a essayé d'appeler des gens autour de lui qui nous ont dit oui, effectivement, mais nous, on ne sait pas. Peut-être que ce sont ses complices. Mais, monsieur Bayero, appelez-nous pour nous dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. S'il doit avoir confrontation sur le plateau, il va avoir confrontation. C'est l'année de l'audace, la saison de l'audace. Alors, tout de suite, on va recueillir les réactions des téléspectateurs avec, bien sûr, Paulus Agathon. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, Paulus qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Il est tout sage, là. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est pas... J'ai envie de dire Madame Da Silva, j'ai envie de dire Caroline. Je sais pas quoi dire encore. Bonjour, Madame Da Silva. Je sais pourquoi vous faites ça, mais vous savez bien que vous pouvez m'appeler comme vous le voulez. Oui, tranquillement. Voilà, on m'appelle Tata Caro, Maman Caro, Caroline, Caro, tout ça, ça passe. Voilà, c'est le chouchou, n'est-ce pas? Il est le chouchou, non?
ça là. Dougoutili, mon nouveau fiancé, il risque de se fâcher là. Je répondrai après l'émission. Allez-y. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nombreux sont les internautes sur la page Facebook à réagir sur le thème de ce jour. On a Miché Nerval qui dit aujourd'hui, je voudrais savoir quel est votre sentiment quand vous rencontrez, quand vous voyez votre père. Est-ce que vous le détestez, vous avez de la peine au cœur? Qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, quand je vois mon père, bon, je peux dire que quand je le vois, je lui dis encore un grand merci parce que... Oui, en tout cas un grand merci parce qu'il m'a permis d'être fort et puis aussi devenu quelqu'un responsable. Moi, j'ai l'impression que vous vous plaisez dans cette situation. Vous aimez cette situation? On peut risquer d'encourager d'autres pères même à réciter les enfants. C'est ça, hein? Non. Oui. Non, moi, je veux pas être son avocate, mais je pense que c'est quand même une bonne attitude parce qu'il aurait pu s'apitoyer sur son sort et puis dire non, moi, je veux rien faire parce que voilà, je n'ai rien reçu de la vie, j'ai rien reçu de mes parents. Mais malgré ce qu'il a vécu, les douleurs, la blessure qu'il a ressentie au-dedans de lui, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est levé et puis il s'est battu. Donc, il se dit que si cette situation-là n'était pas arrivée là, il ne serait pas à ce niveau-là. Donc, il est content de sa situation. Mais quelque part, il y a un manque. C'est de ça qu'on parle. Il y a un manque qu'il faudra combler. N'est-ce pas? Alors, Paulus. Herman Guetta, il dit, est-ce que quelque part, vous avez essayé de jeter un regard sur vous-même pour vous demander, est-ce que vous n'avez pas posé des actes qui auraient pu pousser votre père à vous détester? Franchement dit, moi je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein. Et si quand vous étiez petit, vous n'avez pas cassé un petit canari dans le coin de la maison? Franchement, il y a des petits canaris là-bas. Là. On ne casse pas. Les petits canaris là, tu casses les tailles. Il faut le dire, non, on grille, on le grille, c'est fini. Non, franchement. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous ne vous souvenez pas d'un petit canari que vous auriez cassé? Oui, bon, Paulus. Alors, le dernier message, il est de Steve Chadibidi. Il dit, à mon humble avis, je ne pense pas qu'un père puisse véritablement détester son enfant. Parce qu'il faut dire que le regard paternel est toujours différent des autres et très déterminant dans l'éducation. Parce que quand le père est sévère, les enfants sont droits et souvent ils ont l'impression qu'il ne les aime pas. Et quand c'est le sens inverse, ça engendre parfois dans les familles en Afrique beaucoup de choses. Donc, cher ami, il faut vraiment tenter quand même de discuter avec votre père pour véritablement savoir le motif pour lequel il vous rejette. Si il se retrouvait peut-être en ville ou peut-être dans un environnement, je dirais peut-être en Europe, pourquoi pas, ils auraient fait un test de paternité pour lever le voile, voilà, pour que tout doute puisse disparaître, mais vraiment sur la base de oui, je suis partie, tu es tombée enceinte et puis voilà, tu n'es pas mon fils, franchement, on ne sait pas. Mais voilà, allez-y. Je pense que le vrai problème même, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on a vu l'expérience dans certaines familles, dès qu'il y a doute à ce niveau, dès que l'homme doute à ce niveau-là, ça rejaillit sur l'enfant. C'est très compliqué. Oui. Donc je crois que le fondement même du problème, c'est ça. Et il nous a confié aussi une fois que le père était malade et la famille s'est réunie pour rassembler les fonds et ce n'était pas suffisant. Donc... Il était malade, il souffrait de sirop du foie. J'avais fait un salon de coiffure en 2010 au village, à la maison, et il a même pris une machette pour découper le salon. Il a pris une machette pour découper les bois du salon de coiffure. Et il a déposé ça à terre, il a cassé tout. Il a dit non, que c'est pas chez moi ici, tu vas faire ton salon de coiffure, que va devoir en bas avec ça. Et ça m'a tellement touché que j'ai allé faire contrat encore dans la main des gens, nettoyer des gens. Et j'ai reconstruit encore un autre salon de coiffure sur la grande voie. Quand j'ai fait ce salon, j'ai réalisé, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai commencé à faire mes économies un peu. Et il est tombé malade. Comme je fumais la cigarette, je buvais. Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est envoyé à l'hôpital. On dit non, qu'il a sirop du foie, il faut qu'on enlève. Et c'est comme ça, ils ont envoyé de l'argent pour qu'il parte à l'hôpital. Mais l'argent qu'ils ont envoyé, franchement, ça ne suffisait pas. Donc il fallait un peu d'argent encore pour qu'on puisse compléter, pour que c'est facile. Donc on vous a contacté? Et c'est comme ça, ils sont Vos frères vous ont contacté? De toutes les façons, un père et 5 pères, il faut nous donner un peu d'argent pour compléter. Et j'ai enlevé 25 000 francs et je les ai remis. Et c'est comme ça, ils ont complété, ils ont enlevé. L'autre, il s'est trouvé au niveau de ils ont enlevé et puis ils ont payé les médicaments. Et puis il s'est rétabli. Quand il s'est rétabli, les gens m'ont approché pour lui dire que bon voilà,
Voici ce que ton fils a fait. Tu n'as pas voulu accepter. Bon, on ne souhaite pas, s'il n'était pas là, ce n'était pas bon. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation? Non, parce que moi, j'avais déjà pris une idée arrêtée. Ah, de votre côté aussi, voilà, c'était compliqué. Il y avait un mur. Arrêté, il n'était même plus habitué à lui. Donc là, franchement dit, ça ne m'a rien dit. Parce que quand il était malade, ça m'a fait mal. Donc j'ai enlevé l'argent et je lui ai donné. Quand il s'est rétabli, je me suis retourné de mon côté. Bon, il était là, et bon, j'étais là. Jusqu'à arrivé à ce moment, j'ai vu que ça commençait à aller. Et c'est comme ça que je suis venu à Gagnoa. Quand je suis arrivé à Gagnoa, mon premier travail que j'ai fait, j'ai coiffé pour un policier qu'on appelle M. Kofi Pierre, un sergent de police. J'ai commencé à travailler pour lui. On a signé un contrat de 1 an. Quand le contrat de 1 an est fini, je suis allé travailler pour un professeur. 8 ans là-bas aussi. J'ai travaillé pour le monsieur. On a fait un contrat de 1 an aussi. Puis je suis allé travailler pour une 3e personne. C'est de là-bas maintenant, j'ai eu mon argent et j'ai économisé. Puis je suis allé réaliser mon propre salon de coiffure. D'accord. En tout cas, vous êtes un brave garçon. À demain, Caroline. À demain. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, on va donc poursuivre. Aujourd'hui, vous regardez les téléspectateurs, vous dites que vous êtes devenu fort par la force des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui se retrouveraient dans la même situation que vous? Moi, je dis à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui que, étant dans la rue, pas le synonyme de la malédiction, ni un truc pour dire que mes parents ne m'aiment pas, donc je vais faire ce que je veux. Non. Et peut-être dans la rue, étant dans la rue, tu peux apprendre un métier, et de là, tu peux devenir quelqu'un. Parfois, dans la vie, les grandes destinées commencent parfois difficilement. Mais la réussite est une prophétie. Bravo. Très, très belle chiffre. Les difficultés, on en rencontre tous les jours, mais il y a toujours des solutions pour en sortir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, Nandu, si ce n'est plus votre cœur, retournez vers lui tout simplement. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Merci infiniment. Raïssa, est-ce que vous êtes prête? Oui. D'accord. Elle est prête, Raïssa. C'est à lire, c'est avec elle, on la retrouve tout de suite. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, on ne va pas trop parler. Je vous propose de suivre l'élément vidéo et après, on se retrouve. Série de lecture. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une grande auteure qui est aussi journaliste. On l'a connue grâce au coup de la vie. Ensemble, découvrons Anzata Ouattara. C'est parti. Bonjour Aïssa. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, quelles sont les nouvelles d'Anzata Ouattara? Les nouvelles sont bonnes, je dirais. Alors, je m'apprête à faire une tournée à l'intérieur du pays, comme chaque année. Je suis à la 3e édition des Coups de la Vie Tour. Donc, cette année, les villes concernées sont Korogo, Yamoussoukro, Bouaké et Daloa pour finir. Alors, la première étape, c'est celle de Korogo qui démarre dès le 23. Et la seconde, c'est Yamoussoukro le 28 novembre. Et la 3e étape, c'est Bouaké le 29. Et je termine avec Daloa, comme je le disais tantôt. Et c'est le 7 décembre. Les coups de la vie tour. Oui. Ça veut dire que c'est seulement les coups de la vie qu'on va retrouver ou c'est toutes les œuvres? Toutes les œuvres d'Anzata Ouattara. Les coups de la vie, je vais dire, ma carrière a démarré par les coups de la vie. Oui, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est par les coups de la vie que tout le monde me connaît. C'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage aux coups de la vie. Il y en a 6 tomes. Mais à côté de ça, j'ai Altiné mon unique péché, qui est là. J'ai Saphora et Odeur de la haine, qui est ma toute dernière œuvre, qui est sortie seulement en avril. Et Odeur de la haine raconte quelle histoire? Ce sont des nouvelles, d'abord. Il y en a 7 nouvelles et il y a des thèmes d'actualité qui sont traités à l'intérieur. Mais L'odeur de la haine, c'est l'histoire phare du roman. C'est l'histoire de 2 jeunes sœurs, dont l'une est employée dans une agence de voyage. Elle a une vie magnifique avec son mari, aux côtés de son mari Varou. Et ses déboires vont commencer lorsqu'elle fait rentrer dans son couple sa demi-sœur du nom de Essie. Elle va se rendre compte un peu tardivement qu'elle aurait dû écouter sa mère, dont l'intuition flairait déjà la haine démesurée de la demi-sœur. Mais cette haine était tellement forte qu'elle a réussi à prendre à sa sœur son mari et à créer la zizanie dans le foyer.
Donc c'est un peu ça qu'on raconte. Et puis bon, voilà, beaucoup d'autres problèmes qu'on peut découvrir là-dedans. D'accord. Et ça compte combien de pages? On est à 142 pages. Au prix de 2500. 2500, voilà. Donc vous voyez, c'est moins cher, 2500 Anzata Ouattara. Et je sais que c'est bon, quand ça vient d'elle, c'est toujours bon. Donc je vous invite cette semaine à lire Odeur de la haine, des nouvelles de Anzata Ouattara. Merci. Anzata Ouattara, elle a fait sortir un nouvel ouvrage, Odeur de la haine, que je vous invite à lire. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil, je vais partager un petit conseil avec vous. Faire une bonne lecture, c'est faire un pas en avant vers la liberté et un pas en arrière vers la dictature. Donc je vous invite à lire Anzata Ouattara. L'odeur de la haine. Je vous invite à lire Anzata Ouattara, L'odeur de la haine. Et quand vous allez commencer à lire cette œuvre, dès les premières pages, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire des pas en avant vers votre liberté intellectuelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Raïssa Diaby. Alors sur ce, nous allons partir en musique maintenant avec quelqu'un que nous pouvons considérer comme un pilier de la musique ivoirienne. Il est à la fois chanteur, arrangeur, producteur, compositeur et acteur ivoirien. Merci de recevoir David Tayoro. Tayoro, c'est toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau. On aime sa musique, elle est douce. Le faiseur de stars. Franchement, depuis on est petit. Oui, mais oui. Oh, il profite de la vie. Et Izobo Junior. Ils sont pareils depuis on est enfant. Comment vous faites? Non. Alors David, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur ce plateau encore une fois. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce joyeux plateau. Voilà. Et que nous vaut donc l'honneur de votre présence? Non, juste un petit coucou. Ah, c'est gentil. David Tayoro, en tout cas nous, on est contents et on a eu écho d'un album qui doit bientôt sortir. Oui, ça fait 5 ans que je suis en pleine préparation de cet album, dès la sortie de Good Vibes, qui était mon dernier album, sur lequel il y avait My Baby, Popoko et tout ça, qui est sorti en 2000. Qui se rappelle My Baby? My Baby, yeah. On s'était promis, oh. On peut chanter? On peut chanter? 1, 2, c'est parti. My Baby, yeah. On s'était promis, oh. My Baby, yeah. On s'était promis, oh. Fidélité, la joie de vivre pour toi, ma lady. Bravo. Et qu'est-ce qui nous attend? On va dire après 5 ans, c'est forcément une bombe qu'on va recevoir. Bah, la bombe, je l'espère, j'espère qu'elle sera nucléaire. Parce que quand on fait un album, on essaie de travailler pour atteindre un public beaucoup plus large que le précédent. Donc, je prends toujours mon temps. Moi, je ne suis pas assujetti à 1 an, 2 ans d'écart entre les albums. Je sors les albums quand il le faut. Voilà. Donc là, ça fait 5 ans. Mais entre-temps, il y a juste un petit single qui est sorti et qui s'appelle Everywhere. Donc, vous avez entendu les premières notes. Everywhere. Everywhere. Ah, je pensais que c'était Everywhere. C'est un avicam. Un avicam. Et ça veut dire quoi? Les éloges, en fait. Les éloges. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, t'as la couche chez les Ivoiriens, quoi. Voilà, en attendant que l'album soit prêt, voilà, j'offre ça aux Ivoiriens et pour tous ceux qui sont friands de bonne musique. Bien sûr, on sait qu'avec vous, c'est toujours assuré, quoi. C'est de la bonne musique. Restez donc en notre compagnie. Nous allons partir pour la pub et puis juste retrouver l'élément de Priscille, la dégameuse. Elle est entrée dans un restaurant et elle a piégé un serveur. Regardez tout simplement. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Vous allez bien? Je peux avoir un jus de fruits? Le fruit du grand verre, l'orange, le fruit du petit verre. Je vais prendre du pamplemousse. Et pamplemousse, jus de pamplemousse. Monsieur, c'est sans sucre.
pas mettre de sucre. Moi, ce sont les jus frais, donc c'est ça. C'est un peu trop fort. J'arrive pas à boire. C'est un peu trop amer. D'accord. Tu as mis du temps. Un sachet seulement. Vous êtes sûr que ça pourra... Bon, le sachet, c'est ce que là, maintenant, si vous voulez contrôler. D'accord, je vais essayer. Vous apportez la note? La note. La note, c'est-à-dire? Le jus. La facture du jus. J'ai payé? Vous avez déjà payé? Avec qui? Avec vous? Qui m'a servi? Quand vous me demandez des sucres, vous apportez le sucre. Attends. Quand vous êtes venu me servir, vous m'avez dit que ça faisait 2000 francs, n'est-ce pas? Non, non. J'ai dit le petit fait 1500, le grand 2000. Je vous ai donné 2000 francs. Vous m'avez dit le petit verre ou le grand verre. Je vous ai dit le verre de 2000. Je n'ai même pas remis l'argent, puis il n'a pas remis la facture. Mais vous m'avez dit ça fait 2... J'ai même payé avant de me faire servir. Bon, la société est sur surveillance vidéo, donc on peut vérifier. Mais qu'est-ce que vous appelez surveillance vidéo? Attendez. Une vidéo. Mais je vous ai donné 2000 francs. Vérifier, madame. Mais tu as vérifié quoi? Je t'ai donné 2000 francs. À quoi tu joues? Elle a payé 2000, oui ou non? Oui, 2000. Vérifiez quoi? La caissière... Je sais pas, allez voir. Allez voir, allez demander. Je ne m'installe pas, tu me mets mal à l'aise, tu ne mets pas de m'installer. Allons, on va demander. La table est enregistrée, mais il n'a pas tapé la facture. Ok. C'est payé? Vous avez entendu? Excusez-moi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est payé. Mais pas dans ma main en tout cas. Pas dans ma main, comment? J'ai lancé l'argent et puis c'est arrivé chez elle. Hein? C'est vous le patron? Oui, c'est fini. S'il vous plaît. Est-ce que je peux aller à la maison? Vraiment, c'est mieux. Parce que moi, franchement, c'est pas des comportements que... C'est pas sérieux. Hein? Excusez-moi. Non, 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 qu'il vienne me demander pardon lui-même. C'est quoi ça là? Comment il s'appelle? Je m'appelle Kevin. Pardon? Kevin. Kevin, c'est ton prénom, ton nom à l'état civil. C'est quoi ça? Pardon? Quoi ça? Monsieur quoi ça? Monsieur quoi ça? La prochaine fois, aujourd'hui là, je vais le laisser, je vais partir. Mais la prochaine fois que vous vous comportez comme ça là. Regardez là. Déconcertante. Merci beaucoup, Prissy. Alors, bonjour 2019. Je reviens donc sur le communiqué. Le grand casting, c'est prévu donc pour le 26 novembre de 9h à 16h. Donc, déjà le 22, le 23 et le 26 novembre. Ne ratez pas, donc venez vous inscrire. Si vous pensez quand même avoir des talents en humour comme Dr Philo. Et puis, avant de terminer, saluons donc l'association des coiffeuses esthéticiennes de Gonzagueville. Merci d'avoir effectué le déplacement pour être là. La présidente, c'est Madame Apé. Nous saluons également la mutuelle Niayo Si. Noyo. Noyo, Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Merci. Le secrétaire général, c'est Monsieur Kofi Charles. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a quelques membres du fan club. C'est midi. Ils sont là. Méga. Merci de votre présence et merci encore à David Taïro. Merci d'être resté avec nous. Voilà. En tout cas, on attend avec impatience le prochain album. Et voilà, l'émission est donc terminée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI1. C'est la chaîne qui rassemble et qui vous offre les meilleurs programmes. À demain pour un autre numéro.